Ok, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Bienvenue dans ce webinaire de l'ENOV. L'ENOV, c'est l'école nouvelle pour la maîtrise de l'énergie. Et aujourd'hui, on va parler des métiers de la maîtrise de l'énergie. Ces métiers à impact qui sont assez mal connus du grand public. Et l'objectif avec Thomas présent ici, c'est qu'on les décrypte ensemble, qu'on décrypte les conditions de travail, qu'on décrypte le rôle de chacun, qu'on décrypte les salaires. Et puis surtout qu'on décrypte pour une personne qui est en cours d'études ou qui a pour objectif de faire une reconversion professionnelle, quels sont les meilleurs moyens pour y accéder. Et donc, on verra plusieurs moyens d'y accéder. On va démarrer tout de suite. Alors, pour me présenter, moi, je suis Vincent Constant, je suis directeur général de l'ENOV depuis septembre 2023. Donc, on démarre notre première promotion en septembre 2024, qui sera limitée à 20 personnes. Et avant d'être directeur de l'ENOV, j'étais responsable d'agence dans une entreprise qui s'appelle Citron, qui fait de la performance énergétique des bâtiments, fondée sur deux axes, le digital d'un côté, donc une plateforme de suivi de consommation, et parallèlement du conseil en efficacité énergétique. Donc ma mission, c'était de réduire les consommations d'énergie dans les bâtiments pour différents types de clients, que ce soit des collectivités, des grandes entreprises. J'ai vu un peu tout comme type de clients, ce qui me donne une vision un petit peu large du secteur de l'énergie. Voilà. Et je suis accompagné de Thomas Garcia. Donc pour ma part, je suis également associé et cofondateur de l'Enov avec Vincent. Mais en parallèle de ça, je suis aujourd'hui directeur d'un bureau d'études en efficacité énergétique sur Marseille depuis quelques années. Et avant ça, j'étais dans les équipes de Citron également avec Vincent en tant qu'energy manager pendant plusieurs années, ce qui nous a fait nous rencontrer et créer ce projet ensemble. Alors, on va voir beaucoup de choses. Juste me permettre de répéter, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints très récemment. Si vous voulez poser des questions, c'est avec grand plaisir qu'on y répondra à la fin. Donc, on a à peu près 30 à 35 minutes de présentation. Et après, on a un petit temps d'échange sur les questions que vous pourriez avoir. Si vous voulez poser des questions, c'est avec grand plaisir. Il faudra juste veiller à les poser dans l'onglet Q&R, qui est vraiment dédié à à cet effet. Si vous souhaitez parler entre vous, vous raconter des choses, ce sera dans l'onglet discussion. Voilà. Mais pour qu'on traite votre question dans l'onglet Q&R, c'est très important. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va se présenter rapidement la mission de l'ENOV. On va faire un constat sur la filière énergie. Quelques chiffres, c'est très intéressant. Ils nous viennent de la Fédération des services en énergie et environnement. On va parler de la chaîne de valeur de la transition. Alors, pourquoi de la chaîne de valeur? C'est un parti pris qu'on a eu avec Thomas. On a envie de vous raconter une histoire, celle d'une action de performance énergétique depuis sa naissance jusqu'à sa mise en œuvre. Et donc, ce sera vraiment tous les métiers qui vont servir à améliorer l'efficacité énergétique dans un bâtiment. Donc, on va partir du plan d'action, comment on met en œuvre ce plan d'action et surtout comment on suit sa performance. Et ensuite, on vous proposera de découvrir le master transition énergétique et digitale qu'on a mis au point avec Thomas et d'autres acteurs du secteur de l'énergie et qui a été validé par plusieurs professionnels qui sont nos partenaires. Eh bien, c'est parti. Ok, alors pour nous découvrir, l'ENOV, pour rappel, c'est l'école nouvelle pour la maîtrise de l'énergie. C'est un organisme de formation. Nous sommes un organisme de formation créé entièrement par des professionnels de la filière qui exercent différents métiers au sein de l'énergie. Effectivement, on forme les personnes d'un côté, mais aussi on est assez proche des entreprises de par notre réseau, ce qui nous permet de mettre en relation les professionnels, donc pas que ceux que de l'ENOV, mais aussi ceux qui sont en poste, pour aller transmettre leur savoir, transmettre leur passion et enseigner à toutes les personnes qui voudraient rejoindre le secteur de l'énergie. Donc concrètement, nous, on a deux missions. On forme d'un côté les professionnels en poste, que ce soit des énergéticiens, des entreprises, des responsables patrimoine ou différentes personnes. Et parallèlement, on a une offre de master transition énergétique et digitale à niveau Bac+5, dont on parlera un peu plus profondément après. Mais avec ce master, on a voulu vraiment partager nos connaissances et notre savoir dans une filière qui est vraiment peine à évoluer de par son manque de profil. Et on va en parler juste maintenant. Ça fait justement la transition avec l'étape suivante. Si on se fait un petit constat sur la filière énergie, c'est que, alors, la FEDEN, c'est la Fédération française des services en énergie et environnement. Elle nous dit quoi? Elle nous dit euh, la filière va être multipliée par deux dans les prochaines années. Euh, on dit 60 000 nouveaux postes spécialisés. Ce matin, j'ai encore entendu 500 000 postes d'ici 2030. Donc, je pense que personne n'arrive vraiment à estimer le nombre de postes exacts. Mais
Je vous propose de décrypter très rapidement ce qui fait que la filière accélère en dehors de l'augmentation du prix de l'énergie. C'est deux choses. La première, c'est la transition digitale qui est portée par la réglementation, hein. Les deux transitions sont vraiment portées par la réglementation. La transition digitale est portée par le décret BACS, donc Building Automation Control System, qui oblige tous les bâtiments, donc près de 900 millions de mètres carrés de surface tertiaire en France, à être intelligents, donc c'est-à-dire à être pilotés par des organes digitaux de contrôle. Et parallèlement, il y a la seconde transition énergétique qui englobe du coup la digitale. Celle-là, elle est portée par le décret tertiaire. C'est donc une réglementation très innovante française qui oblige tous les occupants de bâtiments qui font plus de 1000 mètres carrés à déclarer et à réduire leur consommation selon des standards fixés par l'État. Donc vous imaginez bien que le parallèle entre ces deux réglementations, plus toutes celles que bien entendu on n'a pas mentionnées, ça fait qu'il y a un énorme boom sur le secteur de l'énergie. Et pour une filière qui est déjà en peine en termes d'émergence, sur les métiers émergents, pardon, et ben là l'accélération des besoins fait qu'on a une demande énorme et donc la multiplication par deux de la filière. Et donc, nous, le constat qu'on fait avec Thomas, on a été du coup recruteur dans le secteur de l'efficacité énergétique, c'est qu'il manque beaucoup de profils et que parfois on a été obligé de dire non à certains projets. Et le constat global, c'est que la pénurie de profils, donc de profils qualifiés dans ce secteur, eh ben, ça dessert l'urgence environnementale qui est un de nos objectifs principaux dans la filière énergie. Ok, ben, on vous avait promis de parler des métiers de l'énergie. Eh ben, c'est parti. Comme je vous ai dit, alors, ben, je crois que c'est à toi, Thomas, de nous raconter cette première partie de l'histoire. Allez, et je vais enchaîner. C'est important quand même de comprendre juste comment se décomposent les différents métiers de la transition énergétique qu'on a classés. Alors, c'est pas uniquement nous, hein, c'est dans la filière, dans trois catégories. La première étant la production. Donc, vous êtes sûrement au courant des différents enjeux de la production énergétique et notamment avec le développement des énergies renouvelables. Une fois qu'on a su produire correctement cette énergie, il va falloir la distribuer. Donc, dans des acteurs principaux comme ERDF ou RTE, Enedis, voilà, qui distribuent cette énergie de la production jusqu'à sa consommation. Et donc, la troisième brique, c'est celle dans laquelle on va rentrer un peu dans le détail aujourd'hui. C'est la partie consommation d'énergie. Alors, pourquoi est-ce qu'on a rajouté ces petits logos en dessous ces petits logos Enov en dessous des trois briques? C'est pour vous faire un avant-goût, de vous dire que sur la partie production, il y a toute une formation autour de ça et un module technique dans notre master sur la production d'énergie renouvelable. Et également, forcément, le gros du sujet de notre master, c'est autour de mieux consommer cette énergie dans les bâtiments. Donc, ce qu'on va voir dans les différents modules que Vincent va évoquer, c'est comment réduire sa consommation d'énergie. Ça passe par trois grandes étapes. Tout d'abord, donc, définir un plan d'action. Une fois qu'on a défini ce plan, il faut ensuite le mettre en œuvre, c'est-à-dire faire les travaux qui découlent des audits énergétiques menés. Et une fois que les travaux sont réalisés, en étape numéro 3, il faut en assurer la performance. C'est-à-dire il faut s'engager et vérifier que les économies calculées en amont soient bel et bien observées dans la réalité. Allez, mais c'est parti. On vous avait promis de découvrir ces métiers en trois phases. Ben, c'est parti pour la première phase. On va se mettre dans la peau d'un client final. C'est-à-dire, le client final, on le nomme la maîtrise d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est la personne qui est propriétaire d'un bâtiment ou alors qui est gestionnaire. Et du coup, c'est une personne qui a pour objectif de réduire ses consommations sur un bâtiment ou un parc immobilier. Donc, une fois qu'il a envie de faire ça, qu'est-ce qu'il fait? Nous, on a pris le parti de vous raconter une histoire qui est celle du digital. Et donc, il va faire appel à une entreprise de digitalisation de l'exploitation des consommations énergétiques. Et donc, son premier interlocuteur, qui est le premier métier impact qu'on souhaiterait vous présenter, c'est l'ingénieur commercial qui va faire une proposition technique pour déployer ce qu'on appelle un système de management de l'énergie. Alors, cet ingénieur commercial, qu'est-ce qu'il fait? Là, en l'occurrence, c'est un système de management de l'énergie. Ça peut être tout un panel d'offres de services autour de l'efficacité énergétique. On oublie parfois de mentionner le fait que l'ingénieur commercial, c'est le premier interlocuteur du client et c'est donc un métier à impact. Parce que quelqu'un qui arrive à vendre une prestation vertueuse, forcément, il aura un impact au moins autant significatif que la personne qui réalisera l'étude. Et donc, il faut effectivement valoriser ce métier-là.
Donc, concrètement, dans le secteur de l'énergie, l'ingénieur commercial, il a une double casquette technique et commerciale. Et donc, il doit comprendre le besoin de la maîtrise d'ouvrage. Il doit traduire ce besoin-là en offre commerciale. Et puis ensuite, derrière, il a tout son métier finalement de négociateur. Il doit défendre son offre et il doit faire valoir ce qu'il propose. C'est un métier très, très intéressant. Et donc, pour y accéder, soit c'est une école de commerce à la suite de laquelle il faudrait un peu se spécialiser dans le secteur de l'énergie. Ça peut être dans l'autre sens. Ça peut être une école d'ingénieur avec un double diplôme ou une touche ingénierie d'affaires. Sachant que nous, à l'ENOV, on forme aussi à ce métier-là. Selon le profil avec lequel vous rentrez, vous pourrez bien entendu exercer ce métier d'ingénieur commercial. Euh, Encore une fois, ça dépendra de ce que vous avez exercé avant votre master. Alors, ça intéresse tout le monde. Combien il gagne cet ingénieur commercial? Concrètement, on parlera toujours en kilo-euros brut annuel. C'est ce qui se fait le plus standardisé dans le secteur et dans tous les métiers. Donc, on part du principe que très généralement, en sortie d'école, il va gagner à peu près 35 000 euros brut. Sauf que par rapport aux autres métiers qu'on va voir après, il pourra doubler son salaire grâce à une partie variable qui est bien spécifique à ce métier. Ok, ben on a vu l'ingénieur commercial. Donc, on reprend notre chaîne de valeur. Là, la proposition pour déployer un système de management de l'énergie, elle a été acceptée. Et donc, maintenant, le prochain interlocuteur du client, c'est le chef de projet digital. Encore une fois, on a fait vraiment le zoom sur une partie comment déterminer un plan d'action dans un premier temps. Donc, le chef de projet digital, c'est la personne qui va déployer la solution d'analyse des consommations ou de pilotage des usages énergétiques. Ça dépendra vraiment du scope de sa mission. Donc, ce chef de projet digital, c'est le premier interlocuteur technique du client. Il va récupérer toutes ces données et il va du coup superviser la récolte de toutes les données nécessaires au paramétrage des systèmes. Et il va suivre le déploiement de tous les systèmes pour faire en sorte que le patrimoine du client soit digitalisé et un peu plus d'intelligence et que la maîtrise d'ouvrage connaisse mieux ces bâtiments. Concrètement, c'est un métier, encore une fois, à plusieurs casquettes. On a la casquette d'un côté énergétique. Il faut réussir à comprendre le besoin du client et les enjeux, surtout les enjeux énergétiques. Il faut maîtriser tout ce qui est autour du smart building. Donc, smart building, c'est toute la domotique, tout ce qui est bâtiment connecté et tout ce qui est intelligence du bâtiment. Et puis, il faut aussi avoir quand même une fibre gestion de projet et commerciale. Donc, finalement, on pourrait dire carrément qu'il y a 4 casquettes. C'est un métier très complet que je trouve personnellement très, très intéressant. Pour y accéder, il faut faire soit une école d'ingénieur avec une option énergie ou smart building, soit un master du type master spécialisé comme on propose à l'ENOV. Et donc, alors, il faut savoir que c'est un métier émergent, hein, le chef de projet digital, c'est un métier qui n'est pas encore très démocratisé, mais par contre qui est très recherché par rapport au nombre de profils présents sur le marché. On a beaucoup de partenaires qui ont des grandes difficultés pour recruter ce type de profil. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il y a une énorme demande autour de ce métier-là. On se dit qu'en sortie d'école d'ingénieur, c'est à peu près 42 000 euros de brut annuel. Et après 5 ans d'exercice, on peut imaginer qu'on arrive jusqu'à 80 000 euros. Encore une fois, on prend des pincettes avec les salaires qu'on vous présente. Bien entendu, ils sont fortement variables de votre profil, de là où vous allez exercer, que ce soit géographiquement comme dans le type de structure dans laquelle vous allez exercer. Voilà. Et on ne parle pas de tous les avantages qui vont autour. On retourne dans notre chaîne de valeur pour vous présenter le métier phare qui est très en vogue en ce moment, c'est le métier de l'énergie manager. Donc l'énergie manager, il arrive en bout de chaîne, c'est la personne qui va proposer une stratégie d'économie d'énergie grâce à ce qu'il aura analysé via le digital. Donc il va simplement prendre sa plateforme de suivi de consommation et il va aller faire du calcul, il va aller analyser de la donnée, il va réussir à trouver des sources d'économie d'énergie ou alors des axes potentiels d'économie d'énergie. Soit il arrive à construire son plan d'action à distance, soit il va se rendre sur site, s'il n'a pas réussi à trouver l'origine de la dérivée énergétique, il va faire un audit énergétique et du coup construire un plan d'action. Donc il va proposer différentes actions à la maîtrise d'ouvrage, que ce soit sur l'intégralité des usages, dans l'objectif de réduire les consommations d'énergie. Donc sa méthodologie, c'est la suivante. D'abord, il analyse, donc c'est un petit peu en entonnoir. D'abord, on va analyser l'intégralité du parc, on va trouver les sites sur lesquels il faut agir en priorité. Ça peut être en fonction de différents aspects. Et
ensuite, on va établir un plan d'action selon ce qu'on va trouver de notre analyse. Donc, c'est un métier qui nécessite de savoir manipuler de la donnée, comprendre les systèmes digitaux, savoir comment ils fonctionnent, avoir un relationnel client pour faire passer ses idées, et surtout avoir une maîtrise de l'ensemble des usages énergétiques, et puis faire valoir une idée. Je pense que c'est ça le plus important, c'est la posture qui est autour de l'énergie management. C'est bien une personne, un consultant qui sait trouver une solution d'efficacité énergétique, mais ce qui est très important, quand on a une bonne idée, c'est savoir la mettre en valeur. Et c'est tout le challenge aujourd'hui de l'énergie manager, à savoir comment, d'une idée, on arrive à en faire une proposition chiffrée et qui soit pertinente pour les enjeux de la maîtrise d'ouvrage. Et donc, ce métier-là, il s'exerce en sortie d'école d'ingénieur ou après un master en option énergie. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de vous proposer toutes les formations qui sont possibles pour atteindre ce métier-là, mais on est convaincu que notre offre de master est très adaptée pour l'exercice, parce qu'on a vraiment concentré l'intégralité des données, pardon, des compétences nécessaires pour exercer ce métier-là. Aujourd'hui, c'est un métier qu'on valorise aux alentours de 42 000 euros, un petit peu comme chef de projet Smart Building en sortie d'école. Et on peut aller, après 5 ans, très rapidement vers des salaires beaucoup plus élevés, aux alentours de 65 000 euros bruts annuels. Et voilà, et là, on est arrivé vraiment au bout de notre chaîne de valeur. Je vous la remontre. Hop, voilà, c'est du direct. Voilà, je vous la remontre. On a fait maîtrise d'ouvrage, ingénieur commercial. On a déployé la solution digitale et l'énergie manager a trouvé les axes d'amélioration pour l'efficacité énergétique. Et donc, il va passer le relais maintenant à la maîtrise d'œuvre. Et je vais laisser Thomas vous parler de qu'est-ce qui se passe une fois qu'on veut décliner un plan d'action théorique, entre guillemets. Comment est-ce qu'on le met en place dans la vraie vie? Alors, il y a beaucoup de termes qui vont se ressembler dans ce qu'on se dit. Il ne faut pas faire l'amalgame entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, dont on va parler. Une fois qu'on a fait et établi un schéma directeur, donc grâce à l'intervention de l'energy manager, il va falloir que notre maître d'ouvrage, c'est-à-dire notre client, fasse appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage, donc qu'on abrège par AMO dans les acronymes du métier. Et cet AMO, il va vraiment accompagner le maître d'ouvrage à déjà traduire cette proposition technique en cahier des charges concret, et il va surtout aider le maître d'ouvrage à choisir un maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, alors plutôt le groupement de maîtrise d'œuvre, c'est l'ensemble des acteurs qui vont derrière permettre de mettre en place les actions. Donc, comme je le disais, il va appuyer la maîtrise d'ouvrage à prendre toutes les décisions techniques, puisqu'il faut savoir que bien souvent, les maîtres d'ouvrage, donc nos clients, ce ne sont pas des entreprises qui sont habituées au bâtiment. Ça peut être par exemple des centres commerciaux, je prends un exemple. Un centre commercial, son métier, c'est de vendre des produits et d'accueillir des clients, mais ce n'est pas de comprendre l'énergie de son bâtiment. Donc voilà, l'AMO est là pour accompagner sur toutes les spécificités techniques. Donc comme je le disais, voilà, élaborer surtout un dossier de consultation des entreprises pour aller sélectionner, le bon groupement de maîtrise d'œuvre et aussi de suivre ce marché, tout au long de sa durée. Qui est potentiellement amené à devenir, AMO? Des profils ingénieurs, mais aussi architectes ou urbanistes, qui ont quand même une bonne connaissance du bâtiment. Alors c'est pas forcément dans la technique du bâtiment comme ça pourrait être le cas pour un ingénieur, mais voilà, vraiment la culture générale du bâtiment via l'architecture ou l'urbanisme, et bien entendu aussi, une formation type Énov. C'est des salaires qui sont, plutôt bien rémunérés en sortie d'école, aux alentours des 40 000 € bruts annuels, et qui nous permettent d'atteindre à peu près 60 000 € au bout de 5 ans. Une fois que l'assistant à maîtrise d'ouvrage a permis de sélectionner un groupement de maîtrise d'œuvre, cette fameuse maîtrise d'œuvre va rentrer en action pour principalement coordonner les travaux et appuyer la maîtrise d'ouvrage. Alors, la maîtrise d'œuvre, elle est bien souvent composée d'un architecte et d'un ensemble de bureaux d'études. Dans les bureaux d'études, on retrouve les bureaux d'études techniques, les bureaux d'études structure, les bureaux d'études acoustiques, environnementaux, et cetera. Et cet ensemble d'acteurs forme ce qu'on appelle l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc le chargé d'affaires maîtrise d'œuvre, lui, il va concevoir les systèmes techniques, et une fois que ces systèmes ont été retenus, il va coordonner les travaux et appuyer la maîtrise d'ouvrage, pour prendre les bonnes décisions. Donc concrètement, il dimensionne des systèmes et des équipements énergétiques dans un bâtiment. Au quotidien, il va chiffrer des solutions, donc en termes de coûts, et consulter les entreprises pour réaliser ces travaux et s'assurer de la bonne exécution des travaux. Il faut bien avoir en tête que la maîtrise d'œuvre, ce n'est pas l'entreprise qui va réaliser les travaux, mais qui va plutôt les concevoir.
En fait, juste pour refaire le parallèle, avant on avait le plan d'action, mais là c'est la personne qui va choisir de traduire le plan d'action finalement, donc les suggestions de l'énergie manager en quelque chose de totalement réel et totalement réalisable, et c'est lui qui va être responsable de la bonne exécution des Et travaux. oui, parce que comme le précise Vincent, dans un audit énergétique, dans une approche de schéma directeur par l'énergie manager, on évoque toutes les pistes faisables, mais on n'a pas le temps de rentrer dans le détail technique suffisant pour aller mettre en place les travaux. Ce qui est par contre le rôle de la maîtrise d'œuvre, c'est de rentrer dans le détail suffisamment poussé pour faire des travaux aboutis. Donc, des ingénieurs ou alors des profils type IUT avec plusieurs années d'expérience. On en retrouve beaucoup dans la maîtrise d'œuvre. De la même manière, on prépare à ces métiers-là à l'ENOV, mais ce n'est pas forcément des métiers qui sont directement accessibles en sortie de master. Quoi qu'il en soit, c'est toujours bon d'avoir quelques années d'expérience avant d'y prétendre. Et en rémunération, alors encore une fois, c'est selon profil et selon localisation, mais voilà, entre 35 et 60 000 euros brut annuel. En parallèle de ça, c'est pour ça qu'on a fait un chemin qui bifurque. Comme je vous le disais, le maître d'œuvre va coordonner les travaux. Donc, vont s'enchaîner toutes les entreprises travaux qui vont mettre en place ce qui a été sélectionné. Donc, des chargés d'études travaux, des chargés d'affaires, des conducteurs de travaux qui seront au quotidien sur le chantier. On a fait en sorte de le mettre en parallèle pour que vous compreniez en fait la coordination entre les entreprises de travaux et la maîtrise d'œuvre. Sachant que malheureusement, on n'aura pas l'occasion de vous présenter tous les métiers de la maîtrise de l'énergie. On n'a que 30 minutes pour le faire. Donc, on a zoomé sur quelques métiers. Mais ces métiers qui sont dans les entreprises de travaux, bon, c'est ces métiers qui sont différents de ceux qu'on vous a présentés, mais ils sont bien entendu très, très intéressants. Et on pourrait Et- prendre le temps de vous les présenter sur un appel ou un rendez-vous personnalisé, mais ça faisait un peu court pour aujourd'hui. Donc, si vous avez bien suivi et compris cette chaîne de valeur, euh, a priori, à ce moment-là, on a fini les travaux. Les travaux ont été donc réceptionnés, validés, et notre bâtiment est aujourd'hui optimisé. Mais par contre, s'enchaîne la troisième étape de suivre et d'assurer la performance énergétique. Donc, on retrouve à ce niveau-là l'AMO, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, qui va cette fois non pas sélectionner un groupement de maîtrise d'œuvre, mais qui va cette fois sélectionner l'exploitant du bâtiment. Puisque un bâtiment, pour qu'il puisse vivre et fonctionner de manière optimisée, il faut qu'il y ait un exploitant qui prenne la charge de ce bâtiment. Donc, côté exploitation, cette fois, donc dans les exploitants connus de la place, hein, que vous connaissez, pardon, pour que vous puissiez mettre des noms sur ces entreprises, on va retrouver Engie, Dalkia, IDEX, Veolia, SPI, Vinci, etc. Et donc, dans ces sociétés, il y a des commerciaux en exploitation qui, comme le commercial, l'ingénieur commercial que présentait Vincent tout à l'heure, va devoir construire l'offre la plus adaptée avec l'aide des énergie managers. Donc là, ça va être une offre pour exploiter le bâtiment sur une période donnée. C'est souvent des périodes qui vont de 2 jusqu'à 10 ans pour entretenir ce bâtiment. Alors, juste pour préciser, quand on parle d'exploitation, il faut bien comprendre ce qu'on entend par là. La personne qui exploite le bâtiment, c'est la personne qui est garante du bon fonctionnement des bâtiments et du bon respect des contrats. C'est une personne qui va faire en sorte qu'une fois qu'on a des équipements, eh ben, j'imagine que si vous êtes l'heureux propriétaire d'un grand bâtiment tertiaire, c'est pas vous qui allez entretenir votre chauffage, par exemple. Donc ça va être le rôle vraiment de l'exploitant. Et parmi les acteurs de l'exploitation, on a le commercial, effectivement, et après on a le responsable d'exploitation. Exactement. Le responsable d'exploitation, c'est donc la personne qui va être en charge du contrat et de suivre au quotidien ce marché. Il va surtout manager les techniciens, puisque donc les techniciens sont vraiment les hommes et femmes clés qui vont être au quotidien dans le pilotage, dans le réglage des équipements techniques. Et ils sont coordonnés par ce responsable d'exploitation qui va aussi conduire ce marché et manager ses techniciens. Donc, il s'assure du bon respect et de la rentabilité des contrats. Il manage les ressources d'exploitation, donc hommes, femmes et matériel, puisque les techniciens ont beaucoup besoin de passer des commandes qu'il faut valider et mettre en œuvre. Et c'est donc le responsable d'exploitation qui s'en occupe. Comment devenir responsable d'exploitation? Alors, c'est bien souvent, encore une fois, à la suite d'une école d'ingénieur ou d'un IUT, mais encore une fois, avec plusieurs années d'expérience. C'est des métiers qui demandent un certain recul sur le bâtiment et qui sont rarement accessibles directement à la sortie d'une école. De la même manière, à l'ENOV, on voit assez de briques techniques pour pouvoir prétendre à ces métiers, mais ça nécessite d'avoir plusieurs années d'expérience pour être à l'aise et pour être compétent dans ces postes.
On peut démarrer aussi en tant qu'assistant ou Bien sûr. on ne devient pas responsable d'exploitation du jour au lendemain, mais on met d'abord un pied dans ces entreprises-là avant d'avancer. Et on retrouve pour finir cette, chaîne de valeur et arriver donc à un bâtiment qui soit vraiment, optimisé et piloté au quotidien, notre Energy Manager qui cette fois va vérifier les performances, grâce à des systèmes de management de l'énergie, encore une fois, observer les dérives et communiquer au quotidien avec le responsable d'exploitation pour lui faire remonter des alertes, anticiper des dérives et être le plus réactif possible pour pallier justement à ces dérives et continuer d'optimiser au mieux les consommations d'énergie du bâtiment. Donc l'energy manager, c'est un terme qu'on retrouve dans différentes positions de cette chaîne de valeur et qu'on peut retrouver dans différentes structures, que ce soit dans une boîte de conseil en efficacité énergétique, mais aussi chez un exploitant. Ces deux profils-là seront des energy managers qui seront capables d'analyser des consommations d'énergie, de les optimiser, mais avec des tâches un peu différentes au quotidien. Mais là, on peut se poser maintenant la question de comment accéder à ces métiers. Alors, on en a parlé déjà pas mal avec différents types d'écoles ou d'IUT ou de fac ou différents types de métiers liés, de formations liées à l'énergie. Maintenant, ce qu'on vous propose, nous, c'est de vous présenter notre vision de la formation dans l'efficacité énergétique. On a exercé de ces métiers, donc on les connaît bien. Alors, on ne les a pas tous exercés, mais on a été proche et en contact avec beaucoup de personnes qui les ont exercés. Donc, ce qu'on vous propose de découvrir, c'est quelle vision on propose en termes de formation et sur quoi est-ce qu'il faut axer les choses très importantes. Donc, nous, on a construit ce parcours. C'est un parcours d'un an en alternance qui a été vraiment construit que par des ingénieurs cadres. Alors, c'est pas que nous, mais à peu près 5-6 personnes qui sont issues du secteur de l'énergie. On s'est associés pour vraiment mettre en relief, en commun pardon, toutes nos compétences et construire un parcours qui soit cohérent. Concrètement, quand on parle de technique dans ce master-là, on va l'axer sur l'énergie et sur le digital. Et du coup, ça fait le lien avec ce que je vous présentais au tout début, à savoir les deux transitions qui sont actuellement en cours dans le secteur de l'énergie. Elles sont aussi importantes l'une que l'autre parce que elles vont ensemble et elles sont indissociables. Et donc, on s'est dit qu'il était très intéressant de mettre l'accent sur les deux. Donc, savoir apporter de l'intelligence à un bâtiment dans le cadre de sa rénovation énergétique. Donc, notre seconde vision, c'est de se dire, OK, on a des personnes qui sont très opérationnelles, on a aussi des personnes qui savent mettre en relief une idée. Nous, ce à quoi on va vous former, c'est des personnes qui savent faire les deux. À savoir des personnes qui, d'un côté, ont le savoir-faire, donc tout le bagage technique qui est utile et nécessaire pour exercer, et en même temps, tout le savoir-être, c'est-à-dire convaincre, prioriser, ce qui est écrit, hein, déployer, mesurer les résultats d'un portefeuille ou d'un portefeuille de projets énergétiques. Donc, on a vraiment la vision comme quoi les deux sont indissociables. Et donc, qu'est-ce qui se trame dans ces deux modules, dans ces deux piliers? On commence par une introduction à la transition énergétique, donc tous les enjeux et tout ce qui se trame, et surtout le poids de l'énergie dans la transition écologique, ce qui est le lien entre énergie et climat, ce qui n'est pas toujours facile à cerner. Ensuite, bon, on a les deux que je viens de citer, à savoir énergie et digital. Donc, on va passer en revue on va dire tous les usages énergétiques dans les bâtiments. Tout ce qui est aussi production d'énergie renouvelable, toute la domotique et donc toute l'intelligence qu'on peut apporter dans un bâtiment, à savoir comment on fait le lien entre énergie et digital. Toute une partie simulation thermique, toute une partie système de management de l'énergie et en fait tous les outils qu'un energy manager ou un chef de projet va utiliser au quotidien. Et quelque chose de très important à savoir pour exercer dans le secteur de l'énergie, c'est le module réglementaire, parce que tous nos métiers sont dictés par des réglementations qui sont très impactantes dans le secteur. Donc on viendra décrypter ces réglementations-là, qui sont hyper positives et qui, en les maîtrisant, donnent un vrai avantage pour exercer ce métier-là. Parallèlement, il y a ce côté savoir-être, donc on aime bien appeler ça compétence douce, ce qui peut également s'appeler compétence transversale. Donc là, c'est plutôt prise de parole, prise de recul, faculté d'organisation, voilà, c'est tout ce volet-là. On a le volet technique de la maîtrise de l'énergie, donc là, c'est toutes les subtilités pour la gestion de données et la posture qu'un energy manager doit adopter pour conseiller une organisation sur sa réduction de consommation énergétique. Et puis ensuite, on a tout un volet commerce et grands projets. Donc, il y a des exercices en dimension réelle de réponse à d'appels d'offres et de choses comme ça qui permettent d'être pertinents dans le secteur du commerce. Et du coup, même en tant qu'énergie manager, de vraiment de savoir ce qui se trame en amont des projets.
Et puis, il y a une partie contrat du bâtiment, parce que le bâtiment, c'est une sémantique. Vous l'avez vu aujourd'hui, peut-être que vous avez réussi à nous suivre, on l'espère, mais peut-être que certains vocabulaires vous ont laissé un peu perplexe. Et le fait de décrypter cette sémantique, les contrats du bâtiment, ça permet de comprendre le rôle de chacun et tout ce qu'on peut faire et comment, quand on veut réduire la consommation dans un bâtiment, ben, par quoi l'action de performance énergétique, elle va devoir passer avant d'être aboutie. Voilà, donc deux modules complémentaires. Alors pour qui est-ce que vous êtes un bon candidat pour le Master Transition énergétique et digitale des bâtiments de l'ENOV? Oui, pour trois conditions. Enfin, si vous remplissez une de ces trois conditions. La première, enfin, si vous êtes en fin de parcours pédagogique, que vous avez un niveau Master 1 au minimum, eh ben, vous pouvez compléter votre formation par une dernière année d'études en alternance dans un énergéticien et à nos côtés pour compléter et aller vraiment sur une formation très terrain, poussée vers un métier. La deuxième possibilité, c'est si vous avez évalué déjà dans le secteur de l'énergie, que vous êtes sur un métier qui ne vous convient plus à 100% parce que vous en avez fait le tour, ou vous êtes désireux d'évoluer vers quelque chose euh, sans critiquer d'autres métiers, mais qui a potentiellement plus d'impact, ou alors plus d'études, ou plus de relations clients, plus de projets, eh bien, passer un an avec nous, c'est faire ce step supplémentaire qui vous amène vers un métier de cadre. Et puis le troisième axe, c'est si vous êtes en cours de reconversion, c'est-à-dire que vous avez une formation initiale dans un secteur qui soit un minimum technique, en tout cas, où vous avez une culture générale des technologies et de l'énergie, même si c'est pas votre spécialité et que vous avez déjà un bagage qui soit, on va dire, à peu près relié à l'énergie, vous pouvez candidater au master, sous réserve d'acceptation, bien entendu, pour changer de filière et vous réorienter vers un secteur porteur qui aurait plus d'impact et peut-être plus de sens que celui que vous exercez et qui ne vous conviendrait plus. Voilà. Donc c'est trois profils différents. Nous, à l'ENOV, on est vraiment convaincus que la mixité des profils, ça permet d'évoluer ensemble et ça permet de grandir et chacun va apporter, en dehors des compétences énergétiques que nous allons apporter, chacun va apporter une bribe de ses connaissances personnelles à nos promotions. Faut savoir qu'on est proche des entreprises, je vous en parlais, donc on est en partenariat avec la FEDEN, qui est Fédération française des services en énergie et environnement. Voilà, on est partenaire de pas mal d'entreprises qui nous permettent effectivement d'appuyer vos candidatures dans le cadre de difficultés ou pour trouver une alternance ou même de curiosité au regard d'une entreprise. Voilà, alors quelques infos pratiques. Après, on en aura fini pour ce webinaire et si si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. Euh, et ben, la prochaine rentrée, ça se passe en septembre 2024. On fait des rentrées tous les 6 mois. Donc, si vous manquez la prochaine, ben, vous pourrez accéder à celle d'après. On délivre un titre, donc titre qui est reconnu par l'État. Tout se passe vraiment chez nous à raison d'une semaine sur trois, c'est-à-dire une semaine avec nous et 3 semaines en entreprise. Et pour les prérequis, donc il vous faut soit un niveau M1, soit une licence avec 2 années d'expérience, donc un équivalent bac plus 3 avec au moins 2 années d'expérience, ou alors 5 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie, sachant que, bien entendu, qu'on vous rencontrera tous et qu'on aura l'occasion d'échanger avec vous sur votre projet et qu'on aura l'occasion aussi de comprendre s'il est pertinent au regard de ce que nous on propose et si ce que nous on propose est pertinent au regard de ce que vous voulez faire dans le futur. Voilà. Et bien, je pense qu'on en a terminé. Si vous êtes intéressé, on vous a laissé un petit QR code qui vous permettrait de télécharger le programme. J'arrive pas moi à voir de mon côté, Thomas, s'il y a des questions, peut-être que tu peux regarder. Oui, allez, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. On a essayé de condenser tout ça sur une quarantaine de minutes pour vous laisser aussi le temps derrière de retourner à vos occupations, mais de se laisser un petit quart d'heure d'échange. Alors, on a une question, Vincent, d'Emeline. Alors, je ne sais pas si tu la vois, mais je peux Mais te je la veux bien que dicter tu la dises, ouais, s'il te parce plaît. que c'est un sujet que tu connais bien. Emeline est en cours de passer son diplôme d'ingénieur en énergie du bâtiment avec le CNAM. Et elle voudrait D'accord? savoir si l'ENOV offre le même type de formation. Alors, ça, on va y répondre, mais déjà oui. Et en parallèle, elle aimerait savoir la différence entre master et master. Ah oui, d'accord. Ok, C'est deux termes alors qui reviennent souvent.
deux questions auxquelles je vais essayer de répondre parce qu'il faudrait creuser un petit peu la première question. Alors, c'est un titre d'ingénieur que vous êtes en train de passer, Emeline. Donc, nous, on ne propose pas un titre ingénieur à proprement parler. C'est un titre qui est réglementé par la commission des titres d'ingénieur. Ça doit respecter beaucoup d'obligations très, très spécifiques, comme des semestres à l'étranger, comme beaucoup de spécificités. Nous, on ne prétend pas à avoir ce côté ingénieur parce qu'on est convaincu que pour exercer ces métiers, on n'est pas forcément obligé d'être ingénieur. Donc, mais par contre, oui, on a ce même type de formation au sens où nous, on prépare vraiment un métier, donc peut-être un peu moins théorique que enfin, on va dire un peu moins tous azimuts, mais un peu plus centré sur des métiers quand on se compare avec le CNAM. Euh, et voilà. Et pour la deuxième question que vous vouliez poser, Thomas, je ne me rappelle plus, c'est La différence entre master et master. ah oui, master et master. Alors, master, ce qu'on appelle master, c'est donc, la réglementation qui dit bachelor, master, doctorat. C'est à l'échelle européenne, c'est des standards européens auxquels on ne peut pas déroger, à savoir toutes les universités délivrent des grades de master ou de doctorat. Par contre, toutes les écoles privées comme les nôtres dispensent des titres professionnels. C'est un grade équivalent, à savoir c'est le niveau bac plus 5. C'est juste que c'est pas la même appellation, mais ça, concrètement, ça désigne à peu près la même chose. Voilà. Totalement reconnu par l'État français. Toujours Emeline qui nous pose une question plutôt de forme, qui nous demande si on pourra avoir accès à ce PowerPoint. Ah oui, alors suite à ce webinaire, vous allez recevoir un mail avec les slides où vous pourrez accéder effectivement à l'ensemble des slides. Et même pour les personnes qui seraient arrivées en retard, on vous donnera un accès au replay via notre chaîne YouTube. Donc, tu viens à la fois de répondre à la question de Stéphane qui demandait si on pouvait avoir accès au replay. Donc oui, ce sera sur YouTube et on vous enverra le lien pour que vous puissiez aller le regarder de nouveau. On a une dernière question de Frédéric qui demande combien est-ce qu'il y aura d'apprenants par promo du master TEDB? Alors, on se limite à 20 personnes par promotion. L'objectif, c'est de rester sur des promotions à taille, on va dire, humaine. Sachant que potentiellement, si d'ici 2025, on aura deux promotions qui démarreront en même temps. Donc même si ce sera du coup des promotions de 40 personnes, on travaillera toujours en groupe de 20 personnes. Voilà. Donc limité en quantité, parce qu'on est convaincu que à partir de 30-40 personnes, ça commence à devenir compliqué d'enseigner et de transmettre des notions qui sont parfois un petit peu complexes. Et c'est vrai que ce qui est intéressant pour compléter, c'est que on veut avant tout former des profils de qualité, donc on veut faire de la qualité plus que de la quantité. Donc voilà, le but c'est de pouvoir travailler en mode projet, d'être suffisamment proche de chacun, et ça se fait, selon nous, par des classes maximum de 20 apprenants. Une question d'Étienne qui est assez intéressante. On évoquait un entretien de motivation et de personnalité Hmm. dans le cadre d'un concours, enfin, de notre concours. Étienne demande quel type de personnalité est-ce qu'on recherche? Ah, oui, ok. C'est très intéressant. En fait, on n'est vraiment pas arrêté sur le type de profil qu'on va recevoir en entretien. Donc déjà, pour vous répondre de manière plus globale, nous, l'examen d'entrée à l'ENA, il se déroule en deux parties. Il y a une partie écrite qui dure 45 minutes où on a des différents types de questions pour comprendre un petit peu votre profil, vos atouts et ce que vous pouvez améliorer. Et les profils qu'on recherche, concrètement, on recherche deux types de profils. Quelqu'un qui a une dominante technique, à savoir qui en maîtrise des sujets scientifiques et qui a envie de se spécialiser dans l'énergie et en même temps qui veut exercer en mode projet pour exercer un métier. Et on a aussi la personne qui, ben, au contraire, a plutôt, euh, on va dire, plus de compétences douces, plus de phases généralistes, projet, prise de parole, organisation, voilà, cette touche commerciale, et qui veut se spécialiser sur un métier qui est plutôt dans le secteur de l'énergie. Donc vraiment, deux types de profils qui sont différents. Et si vous parlez vraiment de personnalité, ben, on espère simplement que vous soyez, en plus d'avoir votre touche personnelle, un minimum sympathique. Voilà. Et beaucoup envie de changer le monde à travers cette transition énergétique. Ouais. On a encore d'autres questions qui arrivent au fur et à mesure et merci beaucoup pour cet engouement. Kylian nous demande, est-ce que l'on considère une année de service civique en transition énergétique comme étant une année d'expérience dans le secteur? Oui, tout à fait. Ouais, c'est hyper intéressant, une année de service civique. Après, il faudra voir qu'est-ce que vous avez fait dans le cadre de votre service civique, parce que
finalement, ça veut un peu tout et rien dire. On peut exercer plein de choses pendant le service civique. Mais effectivement, c'est un contrat professionnel comme un autre. Donc oui. Question de Xavier, qui a une question pratique. Est-ce que l'Enov fournit le matériel nécessaire à la formation? PC, matériel et autres. Alors, nous, on demande aux personnes d'avoir leur ordinateur personnel pour prendre des notes et suivre les cours. Par contre, tout ce qui est dans le cadre des logiciels, si vous avez un ordi qui n'est pas assez performant, nous, bien entendu, on met à disposition des ordis sur lesquels s'exercer, enfin pas s'exercer, mais réaliser ces projets pendant les temps de cours. Mais c'est des ordis que vous ne prenez pas chez vous, donc il vous faudra, quoi qu'il arrive, un ordi pour pouvoir travailler. Question d'Étienne qui demande cette fois qui est-ce qui va dispenser les cours? Eh ben, c'est nous, c'est Thomas, c'est moi, c'est Enel, c'est Antoine. Donc, c'est quatre personnes qui sont de l'Enov, qui sont vraiment membres de l'Enov. Alors, pour cette première promotion et même pour les suivantes, on a envie vraiment de rester proche de nos étudiants. Et donc, c'est nous qui avons les compétences transversales et transverses plutôt pour dispenser ces cours. Et donc, si vous vous inscrivez au master et que vous partez sur une année avec nous, c'est Thomas ou c'est moi ou c'est d'autres personnes de l'ENOV que vous allez avoir en face pour vous inculquer ces notions d'efficacité énergétique et de savoir-être énergétique. Ce qui est surtout intéressant et qu'on veut essayer de mettre en avant par rapport à d'autres formations, c'est que on veut privilégier ce côté intervenant et issu du milieu professionnel plutôt que professeur académique. En tout cas, on y croit beaucoup dans ce type de formation. Et à terme, à travers les différentes promotions, c'est vrai qu'on sera amené à aussi avoir d'autres intervenants des entreprises partenaires que présentait Vincent il y a quelques slides, pour varier un petit peu les expériences métiers, les anecdotes et surtout voilà, apporter un peu plus de relief. Et puis sachant qu'on s'interdit pas de faire intervenir quelques personnes sur certains sujets ponctuels bien précis. Et aussi, on aura toujours des créneaux réservés aux interventions de nos entreprises partenaires pour qu'elles viennent présenter leurs activités, leur vision de l'énergie et potentiellement un projet qu'elles ont trouvé passionnant et qu'elles souhaitent partager avec vous. Question de Frédéric qui demande si ce master est pris en charge à 100% par les opérateurs de compétences. Alors, ce master est pris en charge, pas à 100% par les opérateurs de compétences. En fait, ça va dépendre vraiment de la situation dans laquelle vous êtes. Nous, on peut faire ça soit via un contrat de professionnalisation, soit via un contrat d'apprentissage. Oui, c'est ça, un contrat d'apprentissage, ou encore via différents types de profils un peu spécifiques. Euh, Ce qui est sûr, c'est que les subventions, effectivement, quand on tient compte de la prime de 6 000 euros plus de la prise en charge par les OPCO, ben, ça dépasse en fait le montant du master. Donc finalement, l'entreprise se retrouve avec la possibilité de financer les premiers mois de salaire de l'apprenant grâce aux subventions de l'État. Mais encore une fois, ça dépend vraiment du profil. Là, je vous parle du cas d'un contrat d'apprentissage qui est le cas le plus favorable pour l'alternance. Maintenant, si on dépasse un certain âge ou que si on a déjà un profil, on va être obligé de partir sur un contrat pro et du coup, c'est plus les mêmes, plus les mêmes tenants et les aboutissants. Donc comme ça, je peux pas vous répondre parfaitement, mais j'espère déjà que ma réponse vous a convaincu et surtout a un peu répondu. Et si vous voulez qu'on développe ce sujet-là, ben, n'hésitez pas à prendre contact. Sachant que, je ne l'ai pas dit, mais sur le site, vous pouvez prendre rendez-vous aussi sur e9.co. Vous tapez e9.co sur Google, vous tombez sur nous et il y a plusieurs possibilités pour prendre rendez-vous. Si vous voulez approfondir un sujet que vous avez vu pendant cette présentation, eh ben, vous n'hésitez pas, vous prenez rendez-vous et on aura l'occasion d'échanger plus longuement. Enfin, d'échanger tout court même, parce que c'était pas un échange, c'était une présentation. Une dernière question de l'IS qui concerne le volet frais également, mais plutôt côté apprenant. Quels sont les frais pour un apprenant? Bah, les frais pour un apprenant, les frais de formation, ils sont de près de 0 €. En fait, c'est pas de près, ils sont de 100% de 0 €. Tout est à la charge de l'entreprise. Par contre, on a des frais d'inscription, donc des frais de dossier qui sont à régler en début, qui sont de l'ordre d'une centaine d'euros, de 200 € à peu près. Mais tous les frais de formation, donc ce qui coûte vraiment le prix de la formation, c'est pris en charge par l'entreprise. Donc vous, en tant qu'apprenant, vous avez strictement rien à payer au niveau de frais de formation. C'est l'avantage de l'alternance. C'est un des avantages de l'alternance. Euh,
Je suis en train de balayer les dernières questions, mais il me semble avoir fait le tour de toutes ces questions. J'espère qu'on a été suffisamment clair et précis pour, euh, pour répondre à toutes les questions. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, ben, c'est très bien. Merci d'avoir été présent. On vous attend pour un échange un peu plus poussé si vous avez besoin d'éclaircir certains sujets. Donc, vous pouvez vous rendre sur renov.co et prendre rendez-vous avec moi ou avec Thomas. Une Et date puis, importante à retenir, Vincent, on parlait de l'entretien de motivation. La prochaine date de concours sera le samedi 20 avril, donc dans un mois, sur Paris. Et cette date de concours, en fait, on en aura d'autres, il y en a une par mois à peu près. Mais voilà, si jamais certains d'entre vous veulent candidater, comme vous avez compris, il faut passer par la case concours. On pourra aussi vous expliquer lors d'un entretien personnalisé quelles sont les étapes du concours et qu'est-ce qu'il faut potentiellement réviser. Mais voilà, notez que la prochaine a lieu en avril, le samedi 20. Sachant qu'il n'y a pas grand-chose à réviser, enfin, c'est marrant parce que l'expression que tu utilises, mais concrètement, c'est un concours assez généraliste qui permet Oui. de faire état de plutôt plus de vos compétences plus que de vos connaissances. Donc, pas forcément besoin de réviser beaucoup de choses. Et puis, effectivement, il y a une session par mois, sachant que ben, on se limite à 20 places. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y aura plus de place, il n'y en aura plus. Voilà. Une bonne manière, par contre, de s'y préparer, sur notre site internet, dans l'onglet Centre de ressources, on a mis un quiz qui est un extrait du concours, en tout cas, qui vous prépare à quelques questions d'ordre culture générale et réflexion. Donc, pour ceux qui sont curieux de savoir comment se passe une partie de l'écrit, vous pouvez toujours anticiper un petit peu et répondre à ce quiz qui est gratuit et qui est disponible sur notre site internet dans l'onglet Centre de ressources. Bah, Donc, écoutez, il n'y a pas d'autres questions qui ont été posées. Donc, il est l'heure pour nous de vous souhaiter une bonne journée et de vous dire à très bientôt. Merci d'avoir participé et à bientôt pour une rencontre si vous en avez envie. Voilà, on est disponible. Merci à tous, bonne fin de Bonne journée. journée. Au revoir.